Dans notre série Rando et patrimoine, je vous présente une sortie dédiée à la montagne de Bari, à la découverte de son patrimoine historique. Voilà, je sors la carte IGN pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec notre secteur. La voici, la montagne de Bari, ou du Grand Bari, surplombant la moyenne vallée de la Drôme, entre les petites villes de Cré et de Die, dans le pays de Saillant. C'est autour du Bari que la rivière tourne pour prendre une orientation nord-sud. Et voici une autre carte qui met en évidence le relief de ce même secteur. C'est entre les massifs de Bari et des Trois-Becs, tout à fait là en bas de la carte, que la vallée connaît son premier rétrécissement en venant de la plaine de Valence. Et on entre alors dans un milieu véritablement montagnard. Alors revenons à la première carte et rapprochons-nous. Ici, on voit bien l'ancien chef-lieu de canton, Saillant, qui garde l'entrée du Diois par la première cluse qu'on appelle l'écharenne. À ce sujet, écharenne est d'ailleurs un mot gaulois à la base, qui se prononçait scarena et qui a donné en occitan escarar ou écharar, qui désigne un éboulement, une dispersion de roches. Ah, intéressant. Ensuite, juste sous le sommet de Bari, on trouve le village de Vercheny. Le nom du village provient aussi du gaulois et il voulait dire le vieux chêne. Alors rapprochons-nous encore un peu et parlons un peu d'histoire. Durant l'Antiquité, sur le petit plateau qui domine la rivière Drôme, à la place du vieux village se trouvait une grande ferme gauloise. Elle appartenait à un chef de clan des Vauconces, qui, probablement, avait déjà quelques hommes faire le guet sur la montagne. Plus tard, au début du Moyen-Âge, l'ensemble du territoire fut contrôlé par les comtes de Die pour leurs suzerains burgondes, francs et carolingiens. Mais en avançant dans une féodalité de plus en plus complexe, les terres viendront à être divisées, redivisées et redivisées par mariage, héritage, conquête, allégeance et vente au plus offrant. À la fin du XIIe siècle, le bourg de Vercheny appartenait aux évêques de Die, tandis que la montagne et son château étaient tombés entre les mains des Poitiers, comtes de Valentinois. Voici une carte très précise du sommet de Bari, avec le promontoire sur lequel fut construite une tour, de plus en plus aménagée durant les guerres que se sont livrées les deux seigneurs. Suite aux guerres féodales du XIIIe et XIVe siècle, et malgré l'assaut des comtes-évêques de Die en l'an 1278, c'est finalement les Poitiers de Valentinois qui remporteront le château et le village de Vercheny au XVe siècle. Bon allez, laissons nos cartes de côté et regardons notre montagne de Bari sous plusieurs angles. Sur cette photo, on la voit depuis le nord, en se tenant sur le col de Fonteuse pour ceux qui connaissent, avec en toile de fond les Trois-Becs et le massif de Soux. Maintenant, depuis le sud, en se tenant sur les crêtes du plateau de Solor. D'ici, on voit presque toute la longueur de cette montagne, y compris le promontoire, le voici, sur lequel se trouve l'ancien château, construit juste sous le sommet. Et depuis le nord-est, en se tenant sur la montagne de Quinte, ici, au-dessus de Sainte-Croix, la montagne de Bari et cette grande masse sombre qu'on voit à droite, avec au loin les Trois-Becs et la montagne de Couspeau. Voici où se trouve le château, en aplomb de la troisième cluse, celle où se trouve Ponté. Et enfin,
depuis le sud, en se tenant sur le pic Saint-Andéol. Nous embrassons du regard le pays de Saillant, ici dans le fond de la vallée, avec la grosse colline du Chabrier juste au-dessus, et derrière elle, le sommet du Barry. Depuis l'ancienne tour des Arnaud, nous avons une vue directe sur celle de Barry. C'est bon, allez, il est temps de se lancer sur notre chemin. On laisse notre minibus et je vous amène avec moi pour faire la balade. De manière virtuelle, à défaut de ne pas vous avoir avec moi. Les vignes couvrent les pieds de la montagne, toutes dévêtues en ce mois de février. Et pour quelqu'un qui ne serait pas du pays, sachez que c'est pour notre célèbre clairette du Diois. Sa fabrication est d'ailleurs présente dans notre région depuis l'époque des Gaulois Voconces, avant même l'arrivée des Romains. En se tournant vers l'est, nous plongeons le regard sur le pays de Barsac, les rochers du Grand Rang et le rebord du plateau de Justin. Bien que l'ascension de la montagne demande de bonnes jambes et un bon souffle, pour avaler les 460 mètres de dénivelé sur 3,5 km de distance environ, la rando est d'un accès facile sur des chemins forestiers. Et la vue devient vite de plus en plus grandiose avec ici, en direction du sud-est, le rebord du plateau de Solor. Le voici le chemin forestier d'accès, avec la vue sur le plateau de Justin et au-delà la grande barrière du Glandas. Vers le sud, on voit courir la rivière Drôme, qui accueille aussi les eaux de la Roanne, et on commence à apercevoir le sommet de la Cervelle et le Pharaon. Bientôt, on domine tout le bassin de Vercheny et de Barsac, de chaque côté de la rivière, et on comprend vite pourquoi le château de Barry était stratégique. Voici entourés les villages de Barsac à gauche et d'Orel à droite, qui avaient tous deux leur propre château au Moyen-Âge. Ici, sur cette photo, en contrebas, la 3e cluse, ou passage étroit entre les montagnes, celle de Ponté, qui conserve encore de belles ruines de son château. Ah oui, et puis, à noter qu'une grande partie de la marche se fait à l'ombre d'une forêt gérée par l'ONF, idéale pour s'abriter d'un soleil trop imposant. Ah, nous voici au niveau des crêtes de la montagne, et la vue se porte enfin vers le nord, sur le pays de Quinte à nos pieds, et en toile de fond le massif du Vercors. Le nom du pays de Quinte aurait plusieurs origines possibles, à commencer par le nom d'un impôt, le droit de Quinte, prononcé inversement d'ailleurs quin ou quinte, tout comme on disait une quintaine au lieu d'un 5e aujourd'hui. C'est un droit qu'on payait au Moyen-Âge pour l'acquisition d'un fief mouvant. Le nom pourrait être aussi en lien avec l'ancien droit de glandage, pour les pourceaux, qu'on appelait aussi le droit du quin. Si ce n'est une origine plus ancienne encore, datant de l'époque romaine. Au niveau de Sainte-Croix, sur la voie des Alpes, empruntant la vallée de la Drôme, se trouvait la 5e borne miliaire avant d'arriver à Die. Cette borne serait devenue un repère indiquant l'embranchement à partir duquel on pouvait rejoindre ce pays. Mais bon, à cette époque-là, l'accès se faisait surtout par les villages du Poney ou de Marignac. Mais revenons à l'objectif principal de notre balade. Au détour des formations rocheuses qu'on appelle les aiguilles, voici enfin notre promontoire et son château. Du moins, il se tenait là, sur ce gros rocher qui dépasse de la crête. D'ici, la végétation nous cache ce qui reste des murs. Avant de s'en rapprocher, admirons ce panorama. L'entrée de la vallée de la Roanne, avec le village perché de Saint-Benoît qu'on voit d'ici, et le sommet de la Cervelle, à 1600 mètres, il est plus haut encore que nos Trois Becs ici.
Voici un petit zoom en avant. Ah, c'est sûr, c'est indéniable. D'ici, on peut étudier tout ce qui circule dans la région, sur terre comme sur la rivière. Le chemin d'accès, jusqu'ici, est toujours aussi bon. Il devient même aérien, une véritable route du ciel. Mais prenons quelques instants pour vous donner des précisions sur celui qu'on appelle, de manière un peu exagérée quand même, le château de Bari. Il s'agit avant tout d'un poste avancé, occupé par des hommes d'armes qui servaient de sentinelles, positionnés sur un point contrôlant l'entrée du Diois et toute la moyenne vallée de la Drôme. Depuis ce véritable nid d'aigle, les tribus Voconces durant l'Antiquité, puis les comtes de Die durant le Haut Moyen-Âge et enfin les Poitiers de Valentinois après le XIIe siècle, pouvaient contrôler leur territoire. Non, ce n'était pas un château à proprement parler, habité par une famille noble, mais plutôt un poste de guet ou d'observation, avec des gardes qui se relayaient après un certain temps. Allez, venez, poursuivons notre chemin pour se rendre sur place, tout en admirant la vue qui devient véritablement aérienne, portant autant sur le Glandas que sur le pays de la Roanne au sud. La piste forestière se termine à 200 mètres du château. Alors on poursuit sur un beau sentier à travers la Pinède. Et tout d'un coup, nous voici arrivés au pied du gros rocher sur lequel est posé notre château. Notez comment les murs occupent tout le sommet du promontoire. Et petite précision qu'à sa valeur, nous nous trouvons à 970 mètres d'altitude et 670 mètres au-dessus de la rivière Drôme. À nos pieds, le petit plateau de Vercheny. Sur cette grande terrasse naturelle, on trouve le vieux bourg médiéval ici, qui s'est construit à la place de l'ancienne ferme gallo-romaine, et le nouveau village qui s'est établi au pied du plateau, plus près de la Drôme et surtout le long de la voie de chemin de fer construite dans les années 1880, puis de la Grande Route. Voyez comment, du château, on domine toujours l'entrée de la vallée de la Roanne et le village perché de Saint-Benoît, là, bientôt dans l'ombre du Pharaon. Depuis le rocher, côté nord, une vue plongeante vers l'entrée de la cluse de Pontet et au-delà, le pays de Sainte-Croix et le promontoire des Trois Châteaux. Mais à présent, étudions ce qu'il reste de ce dit château. L'accès au portail se faisait en contournant le rocher par un sentier délicat suivant un petit balcon au-dessus du vide. Notez que se trouvent encore de belles pierres travaillées, en particulier cette pierre d'angle qui tenait les portes. D'ici, on peut admirer le plus grand pan de mur qui subsiste, et sur lequel venait s'appuyer la tour de guet. À l'intérieur de ces murs, on trouvait probablement une petite cour pour les chevaux et les stocks de nourriture. Alors ici, la photo de gauche montre les murs et au second plan, le sommet de la montagne du Bari. Tiens, au fait, le Bari, c'est un mot qui provient de l'occitan et qui désigne justement une muraille ou un rempart. Alors, la photo du milieu montre peut-être un des derniers gardiens du lieu. Pourquoi pas? Et à droite, une grande partie du mur, construit d'ailleurs ce mur en petit appareillage. Imaginez combien la volonté était forte en ces périodes troubles du Moyen-Âge où les dangers d'invasion, de raids meurtriers et de guerre, pour avoir décidé de la construction d'une tour sur un tel perchoir. La tour de Bari faisait partie d'un grand ensemble de tours de guet qui permettaient de communiquer rapidement d'un bout à l'autre de la vallée de la Drôme,
depuis ses sources et jusqu'au Rhône. Selon les périodes de paix ou de guerre, on se surveillait, dans le cas d'une attaque, ou on s'entraidait contre un ennemi plus grand encore. Ainsi, du Barry, on pouvait facilement alerter les populations locales, notamment les habitants de Vercheny, en contrebas. On pouvait communiquer de visu avec le château et les habitants d'Espenel, ainsi qu'avec le château et les habitants de Saint-Benoît, et de là ceux de tout le pays de la Roanne. Une autre tour, très semblable à celle du Barry, se tenait aussi au sommet du pic de Saint-Andéol, à côté des Aubert, en vue des habitants de Saillant. Bon, là, sur la photo, à contre-jour, c'est pas évident de le voir, mais il est là. Je sais, vous me croyez sur parole. Mais voici quand même la photo, prise depuis le pic Saint-Andéol avec Saillant dans la vallée, et la vue sur le château de Barry. Du côté du col de la Chaudière, une autre tour se tenait au pied des Trois Becs pour communiquer avec les châteaux du pays de Bourdeaux, plus au sud. Ah, pendant que nous y sommes, eh bien prenons un moment pour admirer depuis le Barry la longueur complète du massif de Soux, depuis les Trois Becs et jusqu'à Roche-Colombe. Bon, revenons à notre château. J'ai encore des choses à vous dire. Les guetteurs, en cas de danger, pouvaient rapidement grimper jusqu'au sommet du Grand Barry et donner un signal aux tours et aux habitants du pays d'Aiguilly et de la Gervanne, ainsi qu'à ceux du pays de Quinte. Et ainsi de tour en tour, positionnés sur des sommets bien choisis, nos ancêtres, ils n'ont pas attendu l'invention du téléphone pour pouvoir communiquer rapidement et sur de longues distances. Soit avec l'aide de drapeaux, comme sur les navires en mer, soit avec l'aide d'un sémaphore et des bras articulés, soit bien sûr avec des feux. En regardant en amont, on communique ainsi avec Ponté, et surtout le grand ensemble fortifié du rocher de Sainte-Croix, qui domine la 4e et dernière cluse avant d'arriver sur Die. De Sainte-Croix, le message pouvait être ainsi relayé à travers tout le Diois et le pays de Quinte. En portant notre regard d'ailleurs vers le nord ici, notons que depuis la tour du Barry, on peut distinguer la majorité des sommets qui bordent le vaste massif du Vercors. Certains se demanderont sans doute comment les sentinelles en poste au Barry étaient approvisionnés. Eh bien, il faut savoir que, non loin du rocher, se trouve une petite combe en pente douce, dans laquelle se trouve une source et les ruines d'une petite ferme. Eau potable et aliments frais ne manquaient pas. Et en ce qui concerne le fameux château, qui était en réalité une simple tour, difficile d'être absolument certain à quoi elle pouvait ressembler. On n'en a jamais retrouvé ni dessin ni peinture. Mais en se basant sur d'autres exemples plus connus, voici tout d'abord à quoi elle devait correspondre aux temps les plus anciens. Une simple tour en bois. Puis, à l'époque des comtes de Die, probablement une assise plus solide, en pierre. Et puis à l'époque des évêques de Die, puis des Poitiers de Valentinois, eh bien une tour presque entièrement maçonnée. Cependant, une tour entièrement maçonnée engendre des dépenses conséquentes. C'était plutôt réservé à ce qui se rapprochait d'un vrai château, c'est-à-dire le lieu de vie pour un noble et sa famille, lui-même vassal du seigneur, dont la tour, située sur le Barry, n'a jamais été plus qu'une tour d'observation. Alors, au mieux, elle devait ressembler à ce dessin. J'imagine un peu la vie de ces hommes, au service des comtes de Valentinois,
tenant un poste avancé dans un territoire majoritairement aux mains des comtes évêques de Die. Ils devaient trouver le temps bien long, les pauvres bougres. Surtout que la guerre n'était pas une affaire quotidienne et les déplacements de troupes en vue d'une bataille avaient lieu principalement l'été. La période hivernale devait être froide et surtout bien solitaire. Accrochés à ce bout de rocher, perdus dans les nuages, quelle était leur vie quotidienne, leurs passe-temps, leurs rêves et leurs espoirs, leurs craintes et leurs peurs aussi, car les attaques en petites bandes armées n'arrivaient pas tous les jours, mais c'était un danger bien réel. L'attaque la plus impressionnante et la plus destructrice eut lieu en 1278, lorsque l'évêque de Die, très déterminé, envoie de véritables engins de siège à l'assaut de la tour. Le château de Bari, ou castrum de Bari, comme on le disait à l'époque, fut très endommagé. Mais les armées des comtes de Valentinois le firent réparer, et des soldats continuèrent à l'occuper jusqu'au XVe siècle. C'est en 1452 que la totalité du territoire revient à Guillaume de Poitiers, dit le Bâtard, comte de Valentinois et seigneur de Bari. Dès lors, le poste d'observation sur le Bari devint de moins en moins pertinent et le fortin tomba rapidement en ruine. Même si, durant les guerres de religion, au siècle suivant, certains hommes aux ordres des familles nobles et protestantes l'utilisèrent à nouveau. Vous l'avez remarqué sans doute, nous sommes sur le chemin de retour, et ce versant exposé à l'est est déjà plongé dans l'ombre en cette soirée de février. Et la montagne, tout entière, projette son ombre sur le paysage. Quel contraste avec il y a tout juste quelques heures. Nous voici revenus parmi les vignes, et nous jetons un dernier coup d'œil au chemin parcouru. D'ici, on comprend pourquoi nos ancêtres l'ont appelée Bari, cette montagne, ce qui veut dire rempart, comme je l'ai dit plus tôt. Quelques anciens m'ont appris que les résistants de la guerre de 39-45 avaient repris position sur le sommet pour observer le passage des milices de Vichy et les transports de troupes allemandes. La vidéo touche à sa fin, et il ne me reste plus qu'à espérer que la tranquillité que nous connaissons aujourd'hui durera encore longtemps, et que les seules personnes à occuper le château de Bari ne soient plus que des promeneurs et des passionnés de notre patrimoine local. Et comme il se doit sur YouTube, merci aussi de nous donner un coup de pouce en likant. Partagez notre vidéo avec vos proches et tous ceux à qui ce contenu pourrait plaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, car vos avis nous aident à améliorer notre travail. Et enfin, faites-vous plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer notre prochaine vidéo.